Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler d'une opération de collecte de témoignages du confinement qui a été conduite donc aux archives départementales du Val-de-Marne, que j'ai donc intitulée Une collecte en territoire. Donc la présentation se décomposera en deux temps. D'abord une présentation générale et puis une présentation un peu plus technique qui est due essentiellement à l'aide de Kamel Amichi, qui est donc le chef de projet archives électroniques de notre service. Donc tout d'abord, je vais vraiment reprendre la chose à la base pour vous expliquer quand nous avons mis en place cette collecte, où, par qui et pour qui, parce que ces choses-là ne sont pas si évidentes que ça. Donc le moment de cette collecte, il s'inscrit dans un temps quand même très particulier que je rappelle rapidement, puisque donc il s'agit dans un moment où le pays a été complètement, disons, désemparé, relativement désorganisé, où nous fûmes tous donc réduits à l'immobilité par l'épidémie, confinés chez nous ou au contraire obligés de travailler dans des conditions plus qu'incertaines, soumis en tout cas au respect de règles de vie très strictes, renvoyés à la sphère de l'intime, mais en même temps reliés grâce au réseau au monde entier et plongés tous finalement au niveau mondial, si j'ose dire, dans la même incertitude. Donc c'est un temps qu'on peut qualifier d'événement traumatique, partagé par tous et de durée indéterminée. Alors par qui cette collecte a été faite? Elle a été faite par les archives du Val-de-Marne. Donc j'ai appelé ma présentation un peu pompeusement archives en territoire. Quand on parle d'archives en territoire, on ne pense pas au département francilien nécessairement, on pense à des actions qui sont opérées donc par notre collègue à qui je profite de rendre hommage, de l'archiviste des Vosges, qui fait ça dans un temps immédiatement, donc dès l'annonce du confinement, et pour son public qui est, disons, plus rural que le nôtre. Bon, nous, on s'inscrit également dans un territoire. Ce territoire est particulier, il s'agit d'un jeune département qui a été créé par la loi de décentralisation de 1964, donc dont l'identité n'est pas forcément si évidente que ça, hein. C'est un département qui est issu de la Seine et la Seine-et-Oise, qui se décompose géographiquement, qui est extrêmement divers, qui réunit peut-être la plus grande diversité en tout cas géographique des départements de la Petite Couronne, puisque vous avez une zone encore, je dirais presque semi-rurale en fait, du plateau briard, hein, avec encore des exploitations agricoles, généralement partagées entre le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne, et puis vous avez une zone profondément industrialisée qui voisine avec le département des Hauts-de-Seine, avec des villes très industrielles, Ivry, Vitry, Villejuif, etc. Donc vous avez un département divers, donc des réalités finalement sociologiques, des réalités territoriales assez riches et assez différentes. D'où l'intérêt de peut-être capter cette mémoire, je n'aime pas trop le mot de mémoire immédiate, mais en tout cas cette mémoire immédiate, puisque le mot a déjà été employé. Voilà. Donc cette collecte, elle s'adressait également à tous les habitants val-de-marnais, voire aux habitants franciliens, puisqu'en fait il est apparu que nous avons été le seul département à lancer cette entreprise de cette façon-là, en tout cas en Île-de-France. Donc nous avons eu marginalement quelques témoignages de Paris, notamment après certains relais de la presse, et de Paris et puis de départements limitrophes. Donc elle a été lancée également, pas tout de suite, elle a été lancée un mois après le début du confinement, puisque pour deux raisons. D'abord parce que il fallait mettre en ordre, enfin, il n'y avait pas d'intention initiale de la lancer, c'est-à-dire que j'ai été extrêmement prudente. Je n'y tenais pas forcément. J'étais également moi-même sur la réserve quant à l'intérêt de la chose tout au début. Et puis j'ai perçu la nécessité de le faire, une véritable nécessité quelque part. Après le premier mois, passé le premier mois, et quand nous étions encore toujours dans l'incertitude de savoir combien de temps cette période durait. Là, je me suis dit, c'est un temps suffisant pour que les gens aient passé un effet de sidération et commencé à s'organiser, tant bien que mal. Et il me semblait intéressant de capter cette mémoire à partir de ce moment-là. Donc on l'a lancé à la date anniversaire du premier mois. La deuxième raison était que le service tout simplement n'était pas prêt du tout à le faire avant, puisque le Val-de-Marne était une collectivité qui n'avait pas du tout mis en place de process de télétravail
personne n'était en télétravail avant le 17 mars 2020 dans le Val-de-Marne. Et sa réactivité a d'ailleurs été remarquable puisque nous avons quasiment mis tous les agents en télétravail très rapidement. Mais il fallait quand même laisser aussi ce temps-là au service. Donc, alors l'intérêt aussi évidemment de le faire un mois après, c'était bien entendu de bénéficier, de profiter des retours d'expérience déjà des collègues qui avaient lancé la manœuvre. Je ne le cache pas. D'ailleurs, notre appel à projet que vous ne pourrez pas lire, voilà, puisqu'il est trop petit. D'ailleurs, le PDF, entre parenthèses, ne me permettra pas d'aller sur le lien. Ouais, d'accord, ok, bon. Bon, mais alors vous ne pouvez pas vraiment le lire, donc je vais vous le reprendre très rapidement. Donc cet appel à projet qui a été donc lancé autour du 17 avril et qui a été accompagné, alors il a été accompagné d'une très bonne couverture du service de communication du département qu'il a fallu convaincre également parce que une chargée de com effectivement avait repéré des collectes un petit peu, disons, d'ordre différent, mais le comité du tourisme avait lancé une collecte, prenez une photo depuis votre fenêtre, si, à mon souvenir, enfin je crois que c'était eux, voilà, et elle nous avait dit, oh, ça serait bien de le faire, mais c'était un petit peu sous cet angle-là. Et ensuite, il a fallu par contre convaincre notamment le directeur de la communication, et à juste titre, parce qu'il craignait que nous lancions une opération un peu futile dans un temps qui était loin d'être futile. Donc là, je me suis fait fort de faire beaucoup de pédagogie sur les archives, de lui expliquer qu'on n'était pas du tout là pour ça, et de lui expliquer au contraire la profondeur quand même que je pressentais à cette démarche. Donc nous avons collecté sur le moment pour faire œuvre de mémoire commune, donc dans un territoire défini que je vous ai très brièvement décrit à l'instant. Donc les mots employés, c'est vous êtes tous chez vous ou bien mobilisés pour répondre aux nécessités d'urgence, partagez votre quotidien avec nous, il deviendra la mémoire de demain. Participez à l'écriture de notre histoire, enrichissez vos archives. Nous collectons vos témoignages pour garder trace de la vie en Val-de-Marne durant cette période unique. Donc, c'était également pour offrir, alors j'ai appelé ça un espace empathique, mais enfin voilà, également pour offrir un espace empathique d'expression dans un moment de repli forcé pour la plupart, mais paradoxalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, surexposé aux bruits contradictoires et anxiogènes du monde entier. Il ne faut pas mésestimer le rôle de services d'archives de proximité, qui n'est pas forcément le même que celui de services d'archives d'institutions plus importantes, étatiques. Dans une collectivité, nous avons également un devoir qui est le même que celui d'animer un service éducatif, par exemple au plus près des collégiens ou des scolaires. Nous avons un devoir de favoriser l'appropriation par les habitants en premier lieu de notre collectivité d'un patrimoine commun. Voilà. D'où aussi cet impératif qui est au moins aussi important que celui de créer des archives, éventuellement pour demain, que de créer du lien entre les gens et du lien à partir de la mémoire qui est de la matière qui est la nôtre, dont nous sommes responsables, c'est-à-dire du patrimoine. Voilà, c'est également pour cela, alors je vais loin, mais je procède par voilà, c'est également ce qui fait que nous animons notamment donc dans mon département, et ça se fait partout ailleurs, bien ailleurs naturellement, un réseau, une présence très régulière sur les réseaux numériques sociaux. Nous avons quasiment des rendez-vous quotidiens, hebdomadaires et quotidiens sur Facebook et Twitter avec un certain nombre d'activités que les gens suivent, par exemple. Donc, et pour la suite, évidemment, c'était de permettre à chacun de revenir sur ce temps particulier en partageant au plus vite cet ensemble, donc ça je reviendrai dessus, et d'offrir naturellement ce matériau aux chercheurs. Alors, quel contenu? Donc, nous avons environ, alors il est difficile de quantifier stricto sensu les témoignages, donc on énonce en fait qu'on en a 2000 environ, puisque quand nous avons archivé par exemple un Padlet de collège, et ben nous avons sur ce Padlet de collège, je sais pas, 50 ou 60 élèves, voire plus, qui se sont exprimés. Donc ça ne veut pas, le chiffre exact de paroles reçues, disons, n'est pas hyper facile à quantifier. Il est sans doute supérieur à 2000 témoignages. Vous verrez ensuite dans le support, la présentation plus technique, que ça correspond évidemment à un moins d'entrées. Donc pour revenir, ça je l'ai déjà dit, très majoritairement de Val-de-Marnais, puis de Parisiens ou de Franciliens. Nous avons principalement, alors ces témoignages proviennent de toutes les classes d'âge.
Ça, c'est assez important. Beaucoup d'enfants ont témoigné, alors peut-être à la demande des parents, mais peut-être pas. Ils ont témoigné beaucoup dans le champ scolaire, mais avec des paroles qui ne sont pas du tout normées. Si j'ai le temps, je vous en montrerai quelques-unes. Donc très librement. Donc ça, on a un matériau en tout cas pour la jeunesse qui est quand même, je pense, très intéressant. Voilà, et ça va jusqu'à l'extrême vieillesse, si j'ose dire, des gens très âgés qui ont également apporté des documents. Donc, il s'agit principalement donc, de textes, des journées intimes, des poèmes, des lettres, beaucoup de dessins, de photographies, de chansons, de films, de photomontages, etc., etc. Donc, ces témoignages, très rapidement, portent trace de pensées, d'occupations quotidiennes en lien avec les proches. Alors, pour vous en dire plus, en fait, il y avait en fait donc beaucoup de témoignages donc, quotidiens, souvent monotones, mêlés d'anxiété. On verra un exemple tout à l'heure, si j'ai le temps, mais j'aurai le temps, donc je vous le montrerai tout à l'heure, de curiosité, de défis également. On en avait un joli là sur l'art, comment dire, refaire les tableaux. Voilà. Donc là, il y a eu un certain nombre de défis aussi que les gens ont lancés à titre individuel, comme faire du sport dans un couloir d'appartement. Réellement, hein, faire de la course en fait dans un couloir, apprendre le tamoul dans un temps donné, etc. Beaucoup de colère, d'incompréhension, de résignation, d'ennui. Un ennui qui est surtout tangible dans les audioblogs, les poèmes et les récits d'élèves qui ont été envoyés par les professeurs de 8 collèges et lycées, mais il y en a un qu'on n'a pas pu collecter, donc de 7 collèges et lycées du Val-de-Marne, école, collège et lycée du Val-de-Marne. Cet ennui où se disent aussi les difficultés de conditions d'enseignement improvisées à distance. Là, typiquement, c'est un matériau qui va permettre de peut-être beaucoup mieux cerner cette affaire-là que certains discours qu'on a entendus sur le fait que oui, les élèves s'étaient connectés, que le niveau n'avait pas baissé, etc. En réalité, la plupart de ces témoignages témoignent quand même de très grosses difficultés. Donc, nous avons souhaité, après avoir justement analysé un petit peu ce que les confrères avaient fait ailleurs en France, des archivistes municipaux et départementaux, nous avons souhaité, nous, ne pas faire de formulaire. Nous avons souhaité dire aux gens de s'exprimer le plus librement possible. Nous leur avons signalé que nous leur garantirions l'anonymat et que nous ne sélectionnerions pas leurs témoignages. Nous en avons écarté un seul qui, pour des raisons en fait de propos diffamatoires vis-à-vis d'un des membres du département. Donc il s'agissait de propos racistes et diffamatoires. Donc celui-ci a été écarté, ça a été signifié à la personne qui nous l'avait envoyé. Donc à cette exception près, nous avons absolument tout accepté. Alors la parole que nous avons donc recueillie, j'en reviens à ça, reflète une grande diversité. Puisque nous avons la parole donc de jeunes, d'élèves, de travailleurs de l'extérieur, de parents jonglant entre intendance familiale, télétravail, apprentissage du métier d'enseignant, d'étudiants, de jeunes actifs, de retraités privés subitement de vie sociale, ça c'est quelque chose qui ressort énormément dans la parole des retraités, de militants associatifs au contact des plus démunis également. Donc nous avons par exemple reçu plusieurs documents d'ordre administratif, voire judiciaire, d'une association qui aidait notamment, et ça c'est quelque chose qui sera, je pense, relativement invisibilisé, qu'il a été pendant la crise et qu'il sera après, lié à tous les camps en fait des personnes en fait roms en fait, et tous ces camps relégués aux marges des villes, et notamment ces injonctions, c'était des injonctions de créer des points d'eau, de créer des douches, etc. Voilà. Et donc là, il y avait des associations qui nous ont envoyé des documents à ce titre-là qui sont extrêmement intéressants. Voilà. Donc, l'appel à projet, alors, pardon, je remonte encore dessus, mais vous le voyez toujours pas, donc c'est pas grave. L'appel à projet contenait aussi en filigrane l'idée de dire aux gens, alors en fait, oui, je peux vous restituer les mots qu'on avait employés. Cet événement collectif vécu pour chacun dans l'intimité revêt un caractère unique. Parce que nous traversons tous ces moments dans des conditions bien différentes et parfois dans la peine, il est important d'en préserver les traces individuelles. Elles sont un pan de l'histoire que nous vivons ensemble, aussi contribuées par vos récits, vos créations, témoigner de votre vie, des objets, des activités qui vous aident, que vous soyez seul ou entouré. Invitez celles et ceux petits et grands qui vous accompagnent dans ce confinement, à distance ou auprès de vous, à apporter aussi leur pierre à notre édifice commun, notre mémoire partagée. Donc cette affaire-là, c'était également une façon de dire aux gens,
déconfinez-vous intellectuellement. Octroyez-vous cette liberté de produire une parole, pas pour les archives. Alors ça, j'insiste bien sur cette chose-là. Nous n'avons pas ou peu de témoignages fabriqués pour les archives. Ça, c'est très important parce que ça interroge la notion d'archive, qu'est-ce qu'une archive, etc. Nous avons beaucoup de personnes qui nous ont adressé des productions qu'ils faisaient de toute façon dans le cadre du confinement, et ils nous les ont adressées parce que nous les avons invités à nous les adresser. Les témoignages que nous avons sont, quand bien même, en fait, ces témoignages restent fabriqués pour nous, restent extrêmement intéressants. Ça peut être un mail. Alors nous avons gardé, alors ça j'en parlerai un peu plus tard, nous avons gardé tous les mails notamment qui accompagnent évidemment les envois. Et ces mails sont parfois uniques d'ailleurs, le témoignage est contenu dans le mail, et le mail ça peut être, moi vous voyez c'est pas une période heureuse, j'ai perdu 2 proches du Covid, je suis infirmière, je travaille à l'extérieur, et voilà, et ça c'était un témoignage qui tient en 10 lignes, donc il a été effectivement produit pour nous, fabriqué pour nous, mais sa valeur en tout cas de trace mémorielle est indéniable. Voilà. Ensuite, il y a alors évidemment des choses qu'il faudra interroger différemment. Je pense par exemple à des parents qui ont demandé à leurs enfants de nous envoyer quelque chose. Donc les enfants ont fait d'ailleurs des productions très jolies souvent, une petite bande dessinée retraçant leur journée, etc. Évidemment, il faudra évaluer ces témoignages d'une autre façon, mais en fait, ils sont également, bien que fabriqués pour la collecte, ils s'inscrivent dans une démarche de personnes confinées qui ont demandé à leurs enfants de s'occuper, etc. Donc je veux dire, tout ça, ça s'analyse. Et ça fait trace également, selon moi. Voilà. Cette demande, cette collecte correspondait finalement à un besoin, puisque nous avons eu assez rapidement de la part des gens qui nous écrivaient les demandes de qu'est-ce que vous allez en faire vraiment après, pas sous l'angle de la méfiance, ne communiquez pas ce que je vous envoyez, mais sous l'angle vraiment quand est-ce qu'on va le partager. On a eu une espèce d'impatience qu'a gagné les gens aussi, qui nous ont relancé sur mais quand est-ce que vous les mettez en ligne, etc. Donc il y avait quand même quelque chose, une volonté de faire œuvre collective. Bon, je mélange un peu tout, mais je pense que vous y retrouvez. Donc à cet égard, j'estime que ces témoignages, bien que ne visant à aucune exhaustivité scientifique ou voilà même sont représentatifs du vécu des franciliens. Il y a effectivement plusieurs biais, alors j'en énonce rapidement 2, il y en a d'autres. Il y a le premier biais qui est effectivement que, n'oublions pas que cette collecte n'était que numérique, mais comme du reste celle dont nous venons de parler et celle dont nous parlerons sans doute après, le numérique demeurant évidemment excluant. Nous avions toujours doublé, nous avons eu beaucoup de retombées presse assez rapidement, en fait, comme on était les seuls à le faire, je pense que c'était lié à ça. On a eu très rapidement des relais sur France Bleu, très écoutés à cette période, France Bleu Île-de-France et France Bleu National, France Inter, etc. Et chaque fois, j'ai essayé de relayer en disant envoyez-nous également éventuellement des productions par courrier classique. N'hésitez pas, voilà. On en a eu très peu, on en a eu 2, je crois. Dont l'une est arrivée après le déconfinement, enfin le premier déconfinement, et c'était en fait un carnet papier que la personne nous avait déjà scanné, nous avait déjà envoyé sous forme de voilà. Voilà. Ensuite, ce que j'appelle, alors là, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être plus analyser. J'ai trouvé ce mot hier, enfin je ne sais pas s'il est parfait, c'est une forme de biais d'immédiateté. Évidemment, cette collecte était dictée par une forme d'urgence qui était liée au temps que nous traversions. Le biais d'immédiateté, je m'explique, c'est-à-dire ce sont des personnes qui nous ont envoyé en fait quelque chose sur le coup et qu'ensuite nous n'avons pas pu recontacter, parce que je vais vous expliquer très rapidement comment nous avons procédé dans notre démarche opératoire. Et donc, nous avons du mal à ancrer la démarche de don, puisqu'il s'agit réellement de don. Et donc c'est une démarche qui doit être accompagnée, ne serait-ce que pour la mise en archive de ce que nous avons reçu. Donc cette difficulté à ancrer la démarche de don qui a été illustrée par l'impossibilité de recontacter certains donateurs. Je pense notamment alors à une chanson que nous avons reçue dès le premier jour, je crois, de l'appel à témoignage, faite par des ados, qui était extraordinaire. C'était un rap, enfin c'était super, c'était le Corona passera pas par moi, enfin bon bref. Voilà, c'était très débridé, très drôle. Et malheureusement, bon, on a la chanson, on l'a gardée, mais on n'a jamais pu recontacter les jeunes pour qu'ils nous donnent le droit de voilà. Bon. Voilà, donc c'est ce que j'appelle un peu le biais d'immédiateté. Après, il se peut aussi, et pour des raisons plus graves, que certaines personnes, parce qu'on les a recontactées assez rapidement au début, après on a eu plus de mal à les recontacter tout de suite parce qu'on en a reçu beaucoup, comme vous le voyez, enfin comme je vais vous le redire très vite, et du coup, en fait, on les recontactait avec quelques jours de retard, et il se peut que ces gens, il leur soit arrivé des choses entre-temps, évidemment. Donc, je vais plus
je vais parler rapidement des aspects techniques que j'avoue je maîtrise un peu moins bien, mais je vous renverrai à mon équipe ultra compétente si vous manquez d'éléments à ce sujet. Alors j'ai failli rajouter, donc Kamel Amichi a appelé ces petits PowerPoint qui m'a préparé une collecte à portée de clic. J'ai failli rajouter un point d'interrogation parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement, comme vous allez le voir, mais je ne l'ai pas fait pour respecter ce qu'il a souhaité écrire. Alors, une collecte en chiffres, donc la collecte, disons, sous l'angle technique, après une fois vous avoir dit qu'on a collecté environ 200 témoignages, voilà comment ça se présente. Nous avons donc collecté et donc procéder à l'archivage avec deux cotes évidemment différentes, enfin deux ensembles de codes différents, des cotes en archives privées pour les témoignages, la quasi-totalité des témoignages que nous avons reçus, et des cotes en archives publiques, puisque nous avons donc des enseignants, des collectifs d'enseignants qui nous ont envoyé des productions. Donc là, on a inscrit ça, donc on a entré ça donc pour les archivistes en W et les autres en archives privées. Nous avons alors. Vous voyez que nous avons, je vous ai parlé du biais ce que j'appelle le biais d'immédiateté, en tout cas le fait qu'on n'a pas pu recontacter tout le monde. Vous les avez là, 12 articles qui ne sont pas encore traités, donc 11 électroniques et un physique, et là pour lesquels il faut encore que nous arrivions à reprendre contact avec les témoins, ou de toute façon nous pourrons toujours utiliser leur témoignage puisqu'il était bien précisé dans l'appel à collecte que nous nous réservions le droit de l'utiliser immédiatement, de le diffuser immédiatement sous réserve d'anonymat. Donc je pense qu'on pourra toujours se laisser cette latitude. Je pense qu'on ne les mettra pas en ligne par contre ces témoignages-là, mais qui seront quand même accessibles dans la collecte. Et j'ai demandé à l'équipe, qui ne l'avait pas encore fait, qui les avait gardés, disons, de côté, de les archiver comme les autres en fait. Enfin voilà, en précisant voilà. Tous ces témoignages sont accompagnés de toute façon d'un dossier papier. On aime bien le papier, mais certains archivistes ici ne me contrediront pas, ça reste encore une valeur sûre. Donc sont accompagnés de toute façon d'un dossier contenant le mail d'accompagnement quand on n'a pas pu l'archiver avec le témoignage pour certaines raisons techniques. Donc contenant en tout cas tout ce qui accompagne en fait le don, c'est-à-dire les contacts pris, les coordonnées des gens et les mails d'accompagnement. Et puis nous avons donc aussi collecté 19 fichiers vidéo dans cette fameuse chanson, voilà, et des fichiers audio qui ont été collectés et traités. Donc, voilà, donc nous avons donc reçu donc les archives. Alors, la chaîne opératoire qui s'est mise en place, on a un peu appris en marchant. Donc, elle a commencé par la webmestre, tout simplement, qui a commencé à lancer les appels en ligne. Ensuite, j'ai missionné tout de suite une jeune recrue qui venait d'arriver dans notre service comme responsable de la salle de lecture. Pour des raisons que vous comprenez évidemment, elle n'a pas trouvé d'emploi tout de suite sur la salle de lecture. Elle est arrivée en février, elle a pris ses fonctions en février 2020. Par chance, c'était une archiviste déjà aguerrie. Et donc, elle instruisait quand même, elle a été chargée d'instruire pendant tout le confinement, mais ça c'est hors sujet, mais quand même, les demandes de recherche, parce qu'il ne faut pas croire, on a traité énormément de demandes de recherche, comme on a déjà beaucoup de choses en ligne. On a pu instruire beaucoup de demandes de recherche du public qui se sont déportées beaucoup sur le web, en fait, qui nous ont beaucoup interrogés par mail. Et puis nous faisions, alors petite incise, des opérations commando pour les dossiers qu'il fallait vraiment que nous voyions. Nous avions des autorisations de circuler quand même pour aller chercher les archives urgentes. Pour certains services, notamment l'aide sociale à l'enfance, etc. On a pu sortir, voilà. Mais donc, elle s'occupait donc de ces demandes de recherche à distance et elle s'est chargée donc de ce lien, de la coordination, de la réception donc des témoignages et de recontacter chacun des témoins pour parler avec eux, pour des fois en obtenir plus, d'ailleurs en apprendre plus et pour leur demander vraiment des autorisations. Ensuite, ils ont signé des autorisations de dons, comme on les a pour d'autres types de fonds. Voilà. Donc, la récupération des sites. Alors, les microblogs, alors là, je ne suis pas spécialiste, mais on a eu des Padlet, notamment, ou deux Padlet, notamment de collège. Enfin, je pense que ça fait similaire à des microblogs. Enfin, voilà. Donc, on les a gardés de la façon qui vous est décrite là. Alors, dans l'appel envoi, on avait un petit peu bordé les choses. On avait dit envoyez-nous ça en PDF, envoyez-nous ça avec. On avait essayé aussi de border la place en fait prise par les fichiers envoyés. En réalité, les gens ont fait ce qu'ils ont voulu et c'était pas plus mal.
puisqu'on a réussi à tout archiver, grosso modo. Donc, finalement, voilà. Ils ont envoyé ça selon le mode qui leur semblait le plus pertinent. Le fait de les recontacter, ça a permis aussi d'ailleurs de mettre en place, pour certains, des systèmes d'archivage un peu plus compliqués, de leur demander d'autres formats, de dialoguer réellement avec eux. Donc, alors, on a également collecté des sites internet à l'aide d'un logiciel de copie de site internet WebCrawler, donc Pascal et son collègue en ont parlé. Alors, selon, m'a dit Kamel, la même technique que la BNF, mais chez vous c'est automatisé, hein, ce que nous avons vu, chez nous non, mais enfin en gros, voilà, grosso modo, c'est le même système. Et à l'aide de capture d'écran pour les microblogs incopiables. Les formats collectés sont plutôt ordinaires. Ce sont les mêmes types de fichiers que ceux conservés dans les vracs d'archives bureautiques. Donc on avait déjà une expérience en tout cas pour ce traitement. Seuls les fichiers issus des sites internet détonnent, dit le collègue. Donc voilà. Donc ces archives ont été conservées, vous voyez, c'est quelque chose de très classique, hein, en format pérenne. La conservation des archives audiovisuelles a été gérée par les techniciens audiovisuels, puisque nous avons une régie dans le Val-de-Marne qui est conséquente. Nous avons encore 2 régisseurs professionnels affectés à cette régie. Petite insiste pour signaler également que d'avoir lancé cette collecte dans le Val-de-Marne n'est pas innocent. Je retourne en arrière. Nous avons dans le Val-de-Marne en fait une grande tradition de collecte de témoignages oraux, notamment d'enquête orale, et une grande tradition dans le domaine de l'audiovisuel, voilà, qui faisait aussi qu'on était assez armés en fait pour mener ce travail. La conservation des archives bureautiques et iconographiques est gérée donc par le chef de projet des archives électroniques, et ces archives-là seront bientôt injectées dans le SAE, puisque nous sommes en train de construire notre SAE. Voilà, donc vous voyez, donc les métadonnées métadonnées consultation future migration sont gérées par les techniciens audiovisuels pour l'audiovisuel. Nous avons une partition sauvegardée répliquée sur la bande LTO pour ces archives-ci, et pour les archives bureautiques, une partition sauvegardée également, et nous intégrerons le futur SAE. Donc les défis d'archivage du web pour un service territorial d'archives, donc Kamel en a identifié plusieurs. Donc sur les sites internet copiés, donc le WebCrawler permet de créer, il manque un mot, permet de créer une copie composée donc d'une multitude de fichiers. Mais comment conserver à moyen et à long terme ces fichiers capturés? Donc nous avons également recouru à l'outil que vous avez évoqué tout à l'heure aussi, de l'Internet Archive. Bon, pour les microblogs, les Padlet, nous avons utilisé les fonctionnalités d'export pour archiver le contenu des billets, et nous avons pris une capture d'écran pour conserver la forme de la page web. Donc ça, je voulais vous en montrer une, mais je pense que je ne pourrai pas, mais peu importe. C'est quelque chose qui est assez classique. Alors, pour conclure, là, plusieurs points qu'on peut aborder rapidement en conclusion. Ces documents sont-ils ou non des archives? Donc cette question de savoir si ces documents sont ou non des archives, au sens classiquement admis par les professionnels, a été posée, fait encore débat. Donc, ce qui est certain, c'est que ces traces mémorielles du confinement adressées aux archives et mises en archives font en tout cas histoire, au même titre que celles, selon moi, collectées ou à collecter auprès des services, organismes, associations ayant fait ou faisant encore face à la crise. Alors, je précise bien que cette collecte ne masque pas une impossibilité de collecter autre chose et ailleurs. Nous avons déjà commencé à collecter les archives des services, évidemment, concernés par la crise. Nous continuerons à le faire. Il faut simplement savoir que on ne collecte pas les services de la collectivité comme partout ailleurs, voire de l'État dans l'immédiateté, mais que cet archivage se fera peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ce que nous n'avons pas vraiment réussi à faire, tout simplement parce que nous n'en avions pas la capacité tout simplement humaine en fait, hein. Ça a été, comme je l'avais vraiment rêvé, recontacter, passer le temps, le premier temps, disons le premier confinement, recontacter les associations du territoire, etc., pour leur demander précisément de nous donner des archives. On n'a pas vraiment pu le faire, mais je pense qu'on en aura quand même, par le biais des réseaux relationnels de ce département, dont les directions ont un angle social très avéré en fait, et très affirmé. Il y a plus, oui, on peut le dire, plus de services sociaux dans ce département sur des missions parfois non obligatoires qu'ailleurs. Nous avons par exemple dans le Val-de-Marne un réseau de crèches départementales très étoffé de plus de 70 établissements, je crois, ce qui est un cas unique.
Voilà, et donc il y aura cette mémoire-là qui nous viendra de toute façon, je ne m'inquiète pas, l'archivage se fait bien, qui nous parviendra, pas forcément tout de suite. Donc on pourra compléter tout ça. Alors on a déjà archivé à l'occasion du changement de mandature récent de notre département, on a déjà archivé des archives de conseillers d'élus et des archives de quelques directeurs partis en fait, donc qui vont retracer aussi des épisodes de cette crise. Alors après, on a également tissé des parallèles. Moi, je m'en suis servi aussi pour les besoins de la communication parfois, avec la grande collecte, par exemple. Voilà. Alors, je pense qu'il faut effectivement se poser la question sous cet angle-là, de cette façon-là. La grande collecte, en fait, évidemment, la grande collecte, je fais allusion à la collecte lors du centenaire de la guerre 14-18, d'archives dont le temps avait fait le tri, on va dire ça, de correspondances, de mémoires très distanciées, de descendants, voilà. Là, on parle de tout à fait autre chose. Mais en fait, ce type de collecte, alors alternative, je ne sais pas, en tout cas de l'immédiat, elle pose la question de savoir comment, de toute façon, que va-t-il rester dans le temps de notre société numérique. Et là, en fait, cette collecte-là, c'est un des moyens de saisir ce temps, en fait, de garder trace de cette société numérique. Hein, les gens ne font plus de correspondance, les gens n'écrivent plus de carnet papier, les gens, voilà. Donc, bon, voilà. Que va-t-il en rester? Quand je vous dis qu'on a déjà un biais d'immédiateté qui fait qu'on n'arrive même pas à recontacter des gens qui nous envoyaient des choses quelques jours après, on imagine bien le caractère éphémère de cette mémoire. Donc il faut trouver, c'est pas parfait, c'est pas quelque chose forcément de hyper propre scientifiquement, je n'en sais rien. En tout cas, il faut trouver un moyen de collecter ça. Donc pour moi, cette collecte, c'est un des moyens exploratoires de pallier ce souci d'amnésie, peut-être quand même quelque part de cette société numérique. Ensuite, je ne fais pas, alors là c'est vraiment mon appréciation personnelle, hein, forcément de distinction entre ce qui est de l'ordre du témoignage, ce qui est de l'ordre du souvenir et ce qui est de l'ordre du projet de mémoire. C'est-à-dire que pour moi, les traces que nous collectons dans ces trois domaines sont de toute façon des traces d'égale importance. Alors je vais faire une analogie très rapide parce que c'est du vécu professionnel. Hein. Récemment, j'étais à une journée d'études sur les mémoires de la guerre de 1870 en Val-de-Marne. Alors, petite incise, intéressez-vous à la guerre de 1870 et vous verrez que la bataille de Champigny a été d'une importance presque égale à celle de Sedan, bien que moins connue, et a créé des désastres extrêmement conséquents. Eh bien, vous voyez donc, par exemple, aux archives départementales, nous avons le journal de François-Vincent Raspail à Arcueil, qui était donc, comme vous le savez, un riche industriel, aussi un médecin, enfin un penseur. Nous avons son journal qui relate, en fait, de même que nous avons là collecté des journaux, un éphéméride. Dans la propriété de François-Vincent Raspail, dont les 4 fils étaient impliqués dans la guerre de 1870, donc avec un impact aussi personnel de l'ordre de l'intime très fort, il a retrouvé dans son jardin un jour un carnet en fait abandonné, un carnet perdu par un soldat prussien qui avait fait mouvement et qui avait perdu son carnet là. Donc nous avons également ce carnet de ce soldat prussien qui retrace un mois de mouvement militaire en fait, qu'il a vécu. Et puis nous avons l'année dernière acheté un récit fait écrit, rédigé à la main en 1897, plus tard, d'un sous-lieutenant qui avait tenu un rôle également dans la... Voilà. Pour moi, franchement, en tant qu'archiviste, je ne fais pas vraiment de différence et je traite ces documents à la même aune. Donc je ne vois pas pourquoi, je procède par des analogies assez brutales, hein, mais c'est fait pour être contredit et pour être affiné par des gens plus aguerris. Je ne vois pas pourquoi on ferait des différences là où, selon moi, il n'y en a pas. Voilà. Et puis, je rappellerai qu'en tant qu'archiviste départemental, il fallait également contribuer donc, à construire ce qui fait identité, mais pas au sens comme on peut l'entendre malheureusement un peu actuellement, mais ce qui fait identité d'un territoire, c'est-à-dire ce qui fait communauté de territoire et ce qui fait patrimoine appropriable par tous. Donc, c'est une expérience extrêmement positive qui s'est traduite également dans le champ strictement, disons, de l'exercice de direction de service
par des effets très bénéfiques à notre équipe, qui était également confinée, qui était explosée, avec 3 agents récemment arrivés dans l'équipe qu'on a intégrés pendant le confinement, et qui faisait que ces agents, en tout cas l'une d'entre elles pour cette collecte et les 2 autres sur notre dossier, mais peu importe, ont pris leur place dans cette collecte. Puisque nous avons donc eu cette chaîne opératoire, donc impliquant la webmestre, impliquant donc la chargée de la salle de lecture pour la collecte, notre chef de projet archivage électronique, une archiviste pour les archives, la partie archives de l'État, entre autres, et j'en oublie, et que ceux que j'oublie, j'espère que ceux que j'oublie ne m'en voudront pas. Et puis nous avons également testé donc des procédures d'archivage numérique que nous avions déjà, mais que nous avons pu un peu mettre à l'épreuve. Alors, je finirai par cette phrase que, alors c'est pas tout à fait la phrase exacte, mais c'est une phrase qu'un journaliste a restituée dans un des articles sur lequel on avait été sollicité pour cette collecte, qui recitait Annette Becker. Bon, voilà. Plus on s'approche du quotidien, mieux on comprend la vie. Le rôle de l'historien, c'est de tout analyser ensemble. Là, comme il me reste encore, avant que ça sonne, donc 2 minutes, puisque j'avais 2 minutes, voilà, je vais vous montrer rapidement des témoignages. Donc s'occuper pendant le confinement. Alors ça, c'est ce que nous avons mis en ligne. Retour sur la collecte. Donc on a fait un article dans le journal du Val-de-Marne, donc les Val-de-Marnais le reçoivent dans leur boîte aux lettres, voilà, c'est mensuel. Et nous avons fait également des petits diaporamas, on va dire plus que des expos virtuels, avec un petit texte, donc je ne commente pas, on n'a pas le temps. Voilà, alors on ne les a pas tous mis en ligne tout simplement, mais parce que le confinement a continué comme vous le savez. Donc le dernier, c'était sortir du confinement. La collecte, on ne lui avait pas fixé de terme, mais elle s'est quasiment arrêtée, disons, à l'automne. On a encore reçu des traces en septembre, ça s'est arrêté après. Je pense que les gens avaient une forme de lassitude. Nous n'avons pas souhaité relancer la collecte au moment du 2e confinement. C'était volontaire, enfin voilà, on y a réfléchi, mais on ne l'a pas fait. Parce que je pense que le temps était passé. Je pense qu'il y a des traces du premier confinement avec ses spécificités qui sont quand même réelles et quelque chose de signifiant en tant que tel. Et donc voilà, alors s'occuper pendant le confinement, je ne vous montre pas tout. Hein. Alors, vous voyez, suractivité alimentaire, etc. Je vous montre celui-ci qui est particulièrement intéressant. La première image est due. Donc c'est un jeune homme en fait qui nous a envoyé, alors je vous laisserai lire ça, c'est sur notre site, un témoignage extrêmement intéressant sur comment il vivait avant et comment il vit à présent, et qui a fait des photomontages absolument extraordinaires. Vous voyez, voilà, il nous a envoyé ses photos, donc il a fait énormément de choses comme ça. Je vais très vite. Alors, je ne vous montre pas non plus techniquement comment on peut avoir un petit extrait ou le témoignage entier à partir de ce site-là. Je vous montre une très belle, voilà, un très beau dessin. Je vous montre également un témoignage, voilà, celui-ci est très, très intéressant. Alors ça, c'est un journal que donc une Val-de-Marnaise qui connaissait les archives, là, pour le coup, nous a envoyé. Elle nous a expliqué qu'en fait, elle avait, dès le premier jour du confinement, pris un petit carnet qu'une de ses petites filles, qu'elle ne pouvait pas voir évidemment, lui avait donné. Elle avait commencé à écrire un journal. Et que comme du coup on avait fait cet appel à témoignage, elle allait nous le taper. Elle allait nous le taper, elle allait nous en faire une version PDF. Et donc on a eu des livraisons, c'est aussi pour ça que 200 témoignages, c'est compliqué de quantifier. On a une seule personne, mais qui nous a envoyé peut-être une quinzaine. Elle nous a fait des livraisons en fait de ce journal, qui n'était donc, encore une fois, pas du tout fabriqué pour les archives. Ce qui est intéressant, c'est que cette femme, tous les jours, donc c'est une dame retraitée d'un certain âge, dont le mari est décédé il n'y a pas très longtemps, tous les jours, elle tenait le décompte des morts, et tous les jours, elle faisait son sport dans son couloir. J'ai marché 40 minutes, 120 de longueur. Ça a quelque chose, les premiers témoignages qu'on a reçus de ce type, je peux vous dire qu'on a été sincèrement sacrément secoués en fait. Voilà. Donc celui-ci. Alors là, on a tout son journal. Hein. Ensuite, j'en ai sélectionné là un qui est très intéressant. C'est une radio en fait du lycée Val-de-Bièvre, qui est un lycée professionnel. Si je peux, je vous ferai écouter ce premier témoignage, ça va très vite. Allô, bonjour, je m'appelle Salvatore, 2e année de CAP à TLSC au lycée Val-de-Bièvre. Aujourd'hui, c'est la 2e semaine du confinement du coronavirus. Je dois raconter ma journée. En fait, je fais rien à la maison, je fais que de regarder la télé, je fais les cours que les profs nous envoient par chrono. C'est pas que je vais m'adresser aux profs, s'il vous plaît. Quand vous envoyez les cours sur chrono, mettez des détails parce qu'on n'a pas tous des ordinateurs. En fait, la plupart des gens ont fait avec mon téléphone, mais moi, je suis avec mon téléphone. Si vous pouvez bien mettre les cours sur chrono au lieu que ça soit des vidéos, plutôt à l'écrit
Alors, il est suivi d'un appel de l'assistante sociale de ce lycée qui appelle les élèves à se signaler, puisqu'elle dit « Je sais que certains d'entre vous sont de jeunes adultes vivant seuls. Signalez-vous, nous sommes là pour vous aider. » Donc, on est loin de la futilité, vous voyez, ou de la facilité d'accès à l'enseignement à ce moment-là. On a beaucoup de témoignages aussi d'enfants, de jeunes qui disent qu'ils sont très nombreux par appartement, etc. Le Val-de-Marne, encore une fois, a cette qualité de terre que nous avons vraiment de réels contrastes en fait sociologiques et que donc je pense que ça pourrait être examiné à cette aune-là aussi. Alors là, pour le plaisir, voilà une photo qui est voilà. Il y en a eu beaucoup, mais celle-ci je la trouve particulièrement jolie. Voilà. Alors il y a aussi autre chose de très drôle. Non, voilà. Ça, c'était. Alors, c'est issu, j'aurais voulu vous montrer le Padlet entier. C'est un Padlet de collège. Et malheureusement, on ne peut pas lire le témoignage, mais il est très drôle. Donc, je vous le lis parce qu'il m'a réjoui. En fait, ce témoignage m'a réjoui. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon préféré, je crois. Mardi 5 mai, aujourd'hui en plein cours de français à la maison. Le cours n'était pas très rythmé et la professeure a fait une crise un peu drôle. Mon petit frère s'est enfermé dans les toilettes. Il y a quelques petites fautes d'orthographe, mais très peu. Hein. La serrure s'est cassée, donc c'est cassé, donc impossible de l'ouvrir, ni même de la démonter, ce qui a donc nécessité l'intervention des pompiers. Pendant ce temps-là, mon petit frère se moquait de nous et les pompiers qui faisions tout pour ouvrir cette porte. Résultat, une porte cassée et plus de peur que de mal, mais tant mieux puisque ça vient bousculer l'interminable boucle du confinement. Donc c'est un enfant qui a écrit cette phrase extraordinaire, l'interminable boucle du confinement. Voilà. Et voilà, donc ça c'est, je sais pas, je trouve particulièrement séduisant. J'ai presque fini. Hop, j'ai presque fini. Là, je pense que je n'en avais pas. Voilà. Celui-ci est très intéressant. C'est un recueil de poèmes de collégiens en fait, qui s'appelle Demain est annulé. Donc ça, je vous inviterai à regarder ça. On peut le. Alors oui. Si techniquement il m'est permis de vous le montrer, parce que je peux vous montrer comme ça comment on peut accéder. C'est un peu complexe, mais comment on peut voir le témoignage entier en fait. Si on clique là, le recueil de poèmes. Bon, bref, je ne vais pas arriver à finir ma démo, mais c'est pas grave. Sachez que vous pouvez accéder au témoignage entier par le. Voilà. Bon, ben, j'en ai terminé.